Bonjour à tous et bienvenue. Alors on voit tout de suite, en vous regardant, qu'on est dans le secteur médico-social, puisqu'il y a une majorité de femmes. En général, dans ce type de conférences et de colloques, notamment chez les intervenants, ce sont beaucoup les hommes. Et là, aujourd'hui, vous allez voir que dans votre secteur, c'est bien sûr très féminin. Alors, après le questionnement pour une culture commune sur les besoins fondamentaux des enfants, le Conseil départemental de la Creuse organise cette deuxième conférence annuelle de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, qui est consacrée cette année aux vulnérabilités du public de l'enfance, consacrée notamment donc face aux addictions, au numérique et à la prostitution. Alors, plusieurs professionnels vont s'exprimer, témoigner, faire part de leurs travaux, de leurs connaissances. Vous pourrez bien sûr les questionner, échanger avec eux, faire part également à travers vos témoignages de différents échanges possibles avec eux. Je tourne aussi du côté de ceux qui sont derrière leur écran, puisque cette manifestation se déroule également en direct sur Internet, et vous aussi, via le chat, vous pourrez donc poser toutes les questions que vous souhaitez à nos intervenants. Merci de penser éteindre vos téléphones portables, mesdames et messieurs. Et merci à vous, Madame la Présidente du Conseil départemental Valérie Simonet, d'accueillir vos invités puis d'ouvrir cette conférence. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord excuser Monsieur le sous-préfet d'Aubusson, qui est représenté aujourd'hui par Madame Thiel, directrice de la dette. Je voulais saluer aussi bien évidemment ma collègue Madame la vice-présidente du conseil départemental en charge de l'enfance, famille, jeunesse, Laurence Chevreux, avec à ses côtés, vous les voyez sur scène, donc Cécile Dedonné, la directrice donc, de l'aide sociale à l'enfance, mais du pôle enfance, famille, jeunesse plus globalement. Saluer aussi les élus qui sont présents, tout particulièrement Madame le maire adjoint d'Aubusson, et puis Monsieur le juge des enfants, les acteurs de la protection de l'enfance, Mesdames et Messieurs les directeurs et collaborateurs des services de l'État, des services départementaux, intercommunaux, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs d'associations, de fédérations, bref, Mesdames et Messieurs, en vos grades de qualité, Mesdames et Messieurs. C'est avec un réel intérêt, je pense que vous le savez, que j'ai pu être parmi vous ce matin à l'occasion donc de cette seconde conférence de notre observatoire départemental de la protection de l'enfance. Je souhaite une nouvelle fois et avant toute chose saluer ici le travail mené par les professionnels de terrain ainsi que par l'ensemble des acteurs impliqués au quotidien et à tout niveau dans la mise en œuvre de la protection de l'enfance. Merci donc à vous tous. En installant notre observatoire départemental en juillet 2021, nous exprimions notre volonté de faire évoluer collectivement la politique de protection de l'enfance et de favoriser les temps d'échange et de collaboration de l'ensemble des acteurs concernés et investis. Nous pouvons donc nous réjouir en constatant que cette ambition, cette volonté commune d'avancer au service des enfants est toujours pleine et entière, et votre présence, aussi nombreuse qu'en mai dernier dans notre première conférence, on me dit plus de 200 personnes, en témoignent. Nous avons partagé les uns et les autres ce besoin de temps fort pour échanger et re-questionner collectivement nos modes de faire. L'enquête, menée à l'issue de la conférence de mai dernier, concluait notamment à l'expression d'une attente, celle que puisse être abordé le sujet des vulnérabilités des publics accompagnés autour de questionnements très présents dans notre société actuelle, tels que les usages du numérique, les addictions ou encore la prostitution. Ces trois sujets appellent des expertises ciblées, mais aussi et bien souvent croisées: addiction au numérique, numérique et prostitution, prostitution et addiction. Je voulais remercier par avance les experts, les partenaires pour leurs témoignages, leurs analyses et leurs conseils qu'ils vont bien nous apporter tout au long de cette journée. Merci notamment à Alexandra Durand, qui, avec son regard et son expérience de psychologue clinicienne au sein de l'association de prévention du psychotrauma chez l'enfant en Limousin, abordera en introduction de cette conférence la question des fragilités des jeunes au prisme du trauma complexe. D'où l'importance de savoir repérer les signes pour mieux l'accompagner. S'ensuivra une séance de présentation d'organismes ressources sur la question des addictions,
l'IREPS, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, avec une intervention de Carole Mouni, chargée de projet et d'ingénierie en promotion de la santé. Addiction France, qui sont antenne creusoise, avec les interventions de mesdames L'Herbier et Vergniaud, qui sont animatrices en prévention. Et le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, représenté ce jour par 2 infirmières, mesdames Forcé et Bienvenue, ainsi qu'une éducatrice spécialisée, madame Lance. Toutes 3 présenteront le centre, mais également la consultation jeunes consommateurs. Pour que cette conférence soit également un lieu d'expression collective et pour susciter de l'interactivité dans les échanges, les équipes et les REPS vous proposeront de conclure la matinée par un jeu d'animation. L'idée est bien celle de vous amener à réfléchir à votre propre positionnement sur des questionnements d'addiction, et ce, afin d'ouvrir un premier temps de débat. Vous aviez aussi exprimé, au terme de la première conférence, votre souhait que cette conférence soit un réel temps d'expression collective. Et ce sont les équipes de l'aide sociale à l'enfance qui se sont attachées à vous faciliter cette interaction au cours de cette journée. Vous n'hésiterez donc à aucun moment, je le sais, à intervenir. Vous aurez droit à une courte pause déjeuner dans les locaux de l'esplanade Charles de Gaulle d'Aubusson, et l'après-midi se poursuivra ensuite par 2 autres ateliers. Le premier atelier, co-animé par Thomas Romer, de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, et par le colonel Stéphane Boudot, du groupement de gendarmerie de la Creuse, sera consacré au numérique. Je ne pourrai malheureusement pas être présente pour accueillir M. Romer en début d'après-midi, mais je voulais d'ores et déjà saluer sa présence à nos côtés d'un expert enfance et numérique de grande renommée. Le capitaine Boudot, qui a accepté d'intervenir sur le sujet particulièrement sensible du cyberharcèlement, abordera notamment les risques légaux et les actions à conduire face à ce cyberharcèlement. De quoi approfondir vos connaissances respectives sur le sujet. Le dernier atelier de la journée, animé par Émilie Coll, qui est chargée d'études à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, docteur en sociologie, diplômée de l'École des hautes études en sciences sociales, portera quant à elle sur l'atelier quant à lui sur un sujet auquel nous sommes particulièrement sensibles, a fortiori quand il atteint les enfants, la prostitution. Madame Coll a notamment coordonné avec une magistrate spécialiste de ces questions, Magali Fougère, de l'OLPE, sur la prostitution des mineurs, protéger les enfants et les adolescents de la prostitution. Oui, en effet, d'après le ministère de la Solidarité et de la Santé, ce sont entre 7 000 et 10 000 enfants, adolescents en France, qui seraient concernés par la prostitution sous toutes ses dimensions. À l'heure où on soulève l'évolution inquiétante des violences faites aux femmes, on constate que cette prostitution concernerait principalement les jeunes filles, avec une augmentation importante ces dernières années, notamment du nombre de victimes mineures du proxénétisme, qui est en hausse de plus de 340% entre 2016 et 2020. Comment ne pas se préoccuper de ce sujet alors que finalement, en dehors du monde des professionnels, probablement trop peu de débats se font jour. Nous devinons aisément que les victimes sont très souvent issues de milieux défavorisés et que les réseaux sociaux, les sites d'annonces en sont la porte d'entrée, les proxénètes et autres entremetteurs utilisant évidemment Internet. Un contexte des plus inquiétants actuellement qui appelle toute notre vigilance. Il s'agit alors de comprendre le danger, quels en sont ces mécanismes, les facteurs de risque, ce qui est susceptible d'attirer et de maintenir les adolescents dans la prostitution, mais aussi identifier quels sont les obstacles à la protection. Il ne faut pas non plus omettre l'après, en garantissant l'efficacité de tout ce qui permet, acteurs et dispositifs,
d'accompagner à moyen et long terme ces victimes. La chose est extrêmement complexe et les processus longs. L'estime de soi de ces jeunes en construction de leur personne, de leur personnalité, est à reconstruire. Comment les aider à le faire? Autant de questions qui font votre quotidien de professionnel de l'enfance et plus particulièrement de la protection de l'enfance en danger. Aussi, j'espère très sincèrement que cette conférence contribuera utilement à alimenter vos réflexions et vous permettra d'explorer de nouvelles pistes, d'identifier de nouveaux partenaires et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Je conclurai ce propos en remerciant, en mon nom et celui de Laurence Chevreux, tous ceux qui ont participé à cette journée, à sa faisabilité, Madame Dodonné, ses équipes, et plus particulièrement Laure Bigot, notre coordinatrice de l'Observatoire Creusoir, mais aussi le service communication du Conseil départemental pour la qualité de ce programme et l'énergie mobilisée dans l'organisation de cette journée. Merci également à Emmanuel Gérard, le directeur de la Cité de la internationale de la tapisserie, à ses équipes pour la mise à disposition gracieuse de ce lieu et pour l'offre qui vous a été faite de visite donc, de la Cité proposée en fin de journée. Un grand merci également à vous pour votre présence qui démontre une fois encore l'intérêt inégalé que vous portez à cet enjeu de la protection de l'enfance. Je formule le souhait que nous puissions porter ensemble cette ambition de tout mettre en œuvre pour le bien-être des enfants et des jeunes majeurs que nous accompagnons. Je vous souhaite donc à tous une très bonne conférence. Merci. Merci Madame la Présidente. Donc nous allons vous appeler à la tâche en effet. Merci de venir nous rejoindre Alexandra Durand. Donc vous avez été présentée il y a quelques instants par Valérie Simonet, vous êtes psychologue clinicienne. Vous allez dresser d'ailleurs, puisque nous parlons de vulnérabilité, un petit peu les problématiques de ces vulnérabilités, d'où viennent-elles, notamment chez les jeunes, les jeunes enfants. Et vous allez nous expliquer en effet que les violences à répétition provoquées dès le plus jeune âge ont bien sûr un impact ensuite sur la vie de ces enfants. Auparavant, on vous souhaite un bon anniversaire, puisque ça fait un an tout juste que vous avez créé avec d'autres personnes cette association dont vous êtes pour l'instant l'unique salarié. C'est votre poste depuis le 1er décembre 2021. Cette association, c'est celle de la prévention du psychotrauma chez l'enfant du Limousin. Donc vous intervenez pour l'instant sur les 3 départements, Creuse, Corrèze et Vienne. Quelle était la nécessité de créer cette association, Alexandra Durand? Bonjour à tous. Alors en fait, je vais revenir un petit peu en effet sur cette création. Du coup, alors, on a créé en septembre 2020, mais avec un déploiement d'émission au 1er décembre 2021, donc avant aujourd'hui. Justement, suite à nos expériences, donc on est 3 cofondatrices qui avons des expériences en protection de l'enfance et on pouvait constater des éléments, alors notamment quand on recevait les enfants devenus adolescents dans le cadre de mesures ordonnées, mesures judiciaires d'investigation éducative à la PJ, donc ordonnées par le juge des enfants, on voyait qu'il s'était passé des choses bien en amont en termes d'événements potentiellement traumatiques et qu'on avait, tous ces enfants étaient passés un petit peu sous les radars et donc quand on les voyait à l'adolescence, ils pouvaient déjà être, j'ai l'habitude de dire, un peu montés à la mer, dans leur référence, dans leur façon de faire. Et donc l'idée c'était d'essayer d'intervenir le plus tôt possible dans le cadre de la prévention avant que les choses se structurent et avant que justement des troubles se cristallisent. Donc on a créé cette association pour pouvoir accompagner les enfants qui ont vu et ou subi des violences à répétition, justement dans le cadre de la prévention, avant qu'ils soient repérés et que souvent ils aient des symptômes un peu dominants dans la société. Donc on a ces actions-là et à côté on fait aussi des actions de formation, de sensibilisation des équipes pour développer justement, ce dont je vais vous parler, l'impact des violences sur le développement des enfants et sensibiliser l'ensemble d'un maximum d'équipes qui sont en lien avec les enfants à toutes ces théories du trauma complexe pour améliorer le repérage précoce et essayer d'accompagner encore plus tôt l'ensemble des enfants qui pourraient être en difficulté. Donc vous intervenez aussi bien auprès des familles et des enfants qu'auprès des professionnels si ceux-ci le souhaitent en matière de formation et d'information. Donc vous êtes content parce que vous pensiez que vous duriez 6 mois, ça fait 1 an. Donc apparemment, en effet, c'était nécessaire de créer, malheureusement, si j'ose dire, cette association. Je vous laisse la parole, Alexandra Durand. Merci. Alors en fait, juste pour
préciser les 6 mois, en effet, on a lancé en sachant qu'on pouvait, dans le cadre d'une expérimentation, vivre 6 mois, et ça fait 1 an, et on a été sollicité par des partenaires de Creuse et de Corrèze pour intervenir dans le département, l'été dernier, donc voilà, on est en pleine expansion, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on vient répondre à un besoin, mais ça veut dire qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui passaient, qui n'étaient pas encore suffisamment peut-être repérées et prises en compte. Donc voilà, on essaie de mettre notre petite graine dans le système. Donc, excusez-moi, je m'installe. On va déjà évoquer justement d'où viennent, on va essayer d'aller progressivement. Dans la vie de tous les jours, on peut être confronté à des situations qui vont provoquer du stress. Le stress, c'est pas problématique en tant que tel, au contraire, c'est un signal d'alerte qui nous permet de mettre en place justement des mécanismes qui vont se mettre en place pour pouvoir être en capacité de réagir à un moment donné au cas où on se retrouve dans une réelle situation de danger. La chronique ciné résume un petit peu les situations où justement tous ces mécanismes de circuit du stress vont se mettre en route chez une personne quand elle a l'impression d'avoir peu ou pas de contrôle sur une situation, quand elle est confrontée à quelque chose d'inattendu ou d'imprévisible, quand elle fait face à quelque chose de nouveau, et quand elle sent que ses compétences et son ego sont mis à l'épreuve et mis en doute. Donc là, on va être dans des processus normaux d'adaptation pour pouvoir réagir. Là où ça va commencer à être compliqué et où il va y avoir des répercussions, c'est quand ce stress va se répéter et va devenir chronique. Votre corps n'est pas fait pour vivre avec des niveaux, alors notamment d'hormones du stress tels que le cortisol, à des niveaux intenses, et ça va créer des répercussions sur, on va le voir, sur l'ensemble de notre corps, à la fois somatique mais aussi psychique. Quand est-ce qu'on va parler de trauma ? On va parler de trauma quand il y a 2 éléments. À la fois une menace perçue ou réelle à l'intégrité physique ou psychologique de la personne, mais également quand ses ressources et ses capacités d'adaptation sont submergées ou dépassées. Quand on parle de ressources, c'est à la fois sa capacité, nos propres fondations, comment on s'est construit avant, est-ce que justement on s'appuie sur des fondations qui sont stables et qui nous permettent de pouvoir à un moment donné entamer un processus de résilience, et à la fois tout ce qui va se passer après cet événement, est-ce que l'environnement va avoir les ressources nécessaires aussi pour nous aider, nous soutenir, et comment ça va être pris en compte. Donc c'est à la fois personnel mais à la fois environnemental quand on parle de ressources. Donc ça veut dire qu'un événement en tant que tel, on ne peut pas dire que chez une personne, ça va provoquer des troubles psychotraumatiques par la suite. L'événement en tant que tel, on va parler d'événements potentiellement traumatiques. Il peut avoir un effet avec des troubles psychotraumatiques qui vont se développer, comme la personne peut digérer entre guillemets ce qui s'est passé et reprendre un processus ordinaire, ordinaire. Et c'est là où on va faire la différence entre le stress et le trauma, en fait. Un niveau de stress trop intense qui vient faire des fractions à un moment donné, et là on ne sait plus quoi faire, et tous les mécanismes neurobiologiques qui vont se mettre en place pour en faire des processus de développement. Donc on parle d'événements potentiellement traumatiques, et là, j'ai mis un peu une liste entre guillemets, mais forcément c'est pas exhaustif, des travaux en fait sur lesquels je m'appuie. Donc ça c'est des travaux qui sont faits notamment par des équipes du Québec, et qui explicite un petit peu de quoi on parle en termes d'événements potentiellement traumatiques. Donc on voit que ça touche toute la sphère, différents types de maltraitance, des dysfonctionnements familiaux. Alors c'est pour ça que les termes qui sont utilisés là ne correspondent pas forcément à notre vocabulaire, parce que c'est des mots québécois, donc il faut aussi adapter. Par exemple, les oubliés, on en parle pas de cette façon-là. Donc c'est tout ce qui va être induit aussi par nos différents systèmes et nos différentes prises en charge, qui peuvent au fur et à mesure des parcours avoir également un effet traumatique, et les différents événements de vie, accidents, maladies. Juste peut-être un petit focus sur la violence conjugale, parce que ça fait quand même. Alors, on commence quand même à prendre en considération l'impact de vivre dans cette violence, dans un contexte de violence conjugale pour les enfants,
On sait aujourd'hui qu'ils sont victimes, autant que les parents victimes, du coup. Et l'importance de pouvoir les déceler très tôt pour pouvoir les accompagner au mieux. Actuellement, c'est le public cible en fait, qu'on rencontre le plus, c'est-à-dire les mamans qui ont réussi à se séparer d'un contexte de violence conjugale. Et justement, on les accompagne dans leur rôle de maman et on accompagne leur enfant pour justement les aider à reprendre un développement plus harmonieux, parce qu'on sait que ça va laisser des traces en termes de niveau d'intensité de troubles. Juste quand il y a des études qui ont été faites, on voit que le niveau d'intensité de troubles chez ces enfants qui ont grandi dans un contexte de violence conjugale est plus élevé que les enfants qui grandissent dans un contexte de guerre sous les bombes. Donc ça nous permet quand même de voir Donc, quand on vit cet événement potentiellement traumatique et que justement on a ces deux éléments avec nos capacités d'adaptation qui sont submergées à un moment donné, on peut développer une pathologie, un trouble psychique qui s'appelle l'état de stress post-traumatique. L'état de stress post-traumatique, on va parler de ce diagnostic à plus d'un mois de l'événement traumatique et si les troubles durent plus d'un mois. Donc c'est un diagnostic médical qui est répertorié dans le DSM. Et qui donc présente ces quatre types il faut avoir ces quatre types de symptômes. Donc à la fois des symptômes d'intrusion et de réminiscence, en gros c'est tous les flashbacks, les cauchemars, tout ce sentiment de revivre la scène traumatique qu'on a vécue, l'événement. Les symptômes d'évitement, donc par exemple, c'est toutes les stratégies qu'on va mettre en place pour justement éviter les rappels de ce qu'on a vécu. Donc, je donne un exemple d'une personne qui est une victime de viol dans la rue le soir en rentrant du cinéma, eh ben, elle va faire en sorte de ne plus aller au cinéma, voire de ne plus aller dans la rue où ça s'est passé. Donc, vous voyez bien, selon l'événement qu'on vit, ça va restreindre au fur et à mesure aussi notre vie sociale et notre vie dans sa globalité. Les symptômes d'hyperréactivité, donc ça c'est lié notamment à nos petites sonnettes d'alarme, parce que du coup quand on a été confronté à un événement potentiellement traumatique, voilà, je vous disais tout à l'heure, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place, dont notre petite sonnette d'alarme qui s'appelle l'amygdale, qui va être hypersensible du coup, donc qui va réagir et on va avoir donc c'est tous les signes qu'on peut observer, par exemple de sursaut chez ces enfants alors qu'on a juste fait tomber un crayon par terre et là tout de suite on voit l'enfant qui sursaute comme si en effet il était en danger de mort presque. Donc c'est tous ces petits signes-là et tout ce qui est lié aussi à l'hypervigilance, c'est-à-dire le fait d'analyser tout ce qui se passe constamment dans notre environnement au cas où justement on serait en situation de danger, puisque ayant déjà vécu ces situations de danger à répétition, pour ces enfants qui sont victimes de maltraitance à répétition, ils savent que ça existe et de base pour eux le monde est dangereux, donc il faut savoir être prêt à réagir si vraiment je me sens en danger. Et des altérations persistantes dans les cognitions et l'humeur, donc ça c'est progressivement, en fait ça vient toucher notre représentation du monde. De base on peut penser que voilà, on peut croire dans les relations, dans les autres, là tout est remis en question. Donc le fait que on peut avoir confiance en personne, l'être humain est de toute façon mauvais, voilà, ça vient entamer toute nos représentations. Et également nos humeurs, au sens où il peut y avoir aussi des symptômes dépressifs qui vont être associés. Justement, quand on a ce type de diagnostic, donc l'état de stress post-traumatique, on s'aperçoit qu'en fait, il y a les personnes qui ont un ESPT ont 80% plus de probabilité de présenter d'autres types de désordres psychologiques notamment, et c'est les troubles-là qui sont répertoriés. Et parfois, ça vient prendre le dessus, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va voir ça sans forcément aller jusqu'à, à quoi ça peut être associé, et donc arriver à détecter l'état de stress post-traumatique chez le gamin. Alors, dans nos pratiques en protection d'enfance, en fait, on a constaté régulièrement que les enfants qu'on accompagne voir les ados qui ont grandi, le diagnostic tel que je l'ai décrit avant, il n'explique pas la situation d'un grand nombre de ces enfants qu'on rencontre. On voit que soit il n'est pas complet, parce que je vous disais, il faut avoir tout l'ensemble de ces symptômes, soit il a d'autres manifestations.
Et c'est là où, du coup, parfois, les jeunes se voient attribuer différents diagnostics de santé mentale, comme je disais tout à l'heure, qui viennent un peu en cacher, entre guillemets, tout le reste, mais sur lequel on va plutôt s'attacher parce que c'est ces diagnostics-là qui font du bruit, enfin, c'est ces troubles-là qui font du bruit. Donc, on va d'abord s'attaquer à eux, et en fait, l'idée, c'est justement le développement d'un champ de recherche qui a eu lieu depuis le début des années 90, surtout au Québec et en Amérique du Nord, et qui se nomme justement le trauma complexe relationnel et développemental, qui va progressivement expliciter et théoriser le fait que, plus on est amené à vivre ce genre d'expérience, plus ça va progressivement impacter notre façon d'être et donc notre personnalité. D'où l'idée d'intervenir toujours le plus tôt possible avant que les choses se cristallisent et se structurent dans la personnalité des individus. Donc pour être sûr, on parle de la même chose, forcément c'est des réalités traumatiques différentes. On a d'un côté ce qu'on appelle le trauma unique ou le trauma simple. Alors, simple, ça ne veut pas dire que la souffrance est moins grande, mais ça veut dire qu'elle est liée à un événement potentiellement traumatique unique. Donc, par exemple, un accident de la route, un attentat, il s'est passé une chose qui va laisser des traces par la suite des séquelles traumatiques. Là, dans les situations dont on parle, il y a du trauma complexe, en fait, on est dans des situations où les choses se répètent. Donc c'est pour ça que ça va aussi impacter le développement de la personnalité de l'enfant. Juste en termes de parallèle, aussi en termes d'évolution de cette reconnaissance-là du trauma, du psychotrauma et comment on prend en charge dans notre société, en fait, on peut faire le parallèle aussi avec ce qui fait trauma, c'est une blessure. Le trauma physique, il y a un accident, par exemple le vélo, là, le bras est cassé, on ne va pas se dire, il va se réparer tout seul, c'est pas grave, donc non, on va intervenir sur le physique, du coup, sur ce trauma physique, sur cette blessure physique, pour justement faire en sorte d'étayer, pour que les choses se réparent correctement. Et en fait, on peut faire le parallèle au niveau d'une blessure psychique. Là, il y a aussi peut-être potentiellement des blessures psychiques qui vont apparaître, et l'idée, c'est comment on étaye, c'est qu'on n'attend pas que, normalement, il va faire son bonhomme de chemin, puis tout seul, il va y arriver. C'est comment on étaye au maximum pour que justement il n'y ait pas de chute. Donc, ces théories-là de trauma complexe, en fait, elles définissent un petit peu comment, suite à quelle expérience on peut être à risque de développer ce type de trauma. Donc, ce sont des expériences qui surviennent à des périodes vulnérables du développement de la vie, donc forcément l'enfance en ligne, parce que c'est là où on est en construction, donc tout est en train de se construire. Si ces expériences sont répétées ou prolongées, déjà la notion en effet de répétition est très importante, si elles sont interpersonnelles, surtout si ce sont des adultes qui sont censés prendre soin de l'enfant. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, normalement, doivent être là pour lui, qui lui font vivre des choses potentiellement traumatiques. Et vous comprenez bien qu'en termes de relations et à qui je peux faire confiance par la suite et qu'est-ce que c'est d'être en relation, ça va être impacté également. Et implique un tort direct au moyen de différentes formes d'abus, donc soit psychologiques, émotifs, physiques, sexuels, de négligence ou d'abandon de personnes responsables de soi, de la protection ou de l'encadrement des victimes. Donc le trauma complexe engendre des difficultés d'adaptation sévères, multiples et persistantes qui touchent l'ensemble des sphères de fonctionnement d'un enfant. Et on l'a vu, la maltraitance et la négligence sont les principales formes de trauma complexe puisqu'elles conduisent les enfants et les adolescents à interrompre leur résistance. Donc, là, je vais juste la référence notamment, et c'est notamment le Dr Colin Vézina qui porte actuellement aussi tous ces courants, entre autres, au niveau du Québec et de l'Institut universitaire des jeunes en difficulté en Canada. Alors, on dit que ça touche tout, donc là, voilà, toutes les sphères qui vont être affectées par le trauma. Donc, on parlait de l'attachement. Maintenant, la théorie de l'attachement, c'est une des références en protection de l'enfance aussi pour guider nos pratiques. Ben là, forcément, puisque c'est la figure d'attachement qui, normalement, devrait être la plus sécurisante, qui nous insécurise le plus, ça va avoir un impact sur l'ensemble de nos relations qu'on va pouvoir développer par la suite. Et aussi, quand on a ça en tête, c'est comment on va, en tant qu'intervenant, essayer de recréer ce lien de confiance, restaurer
si possible, cette image d'une figure d'attachement stable et sécurisante, parce que sinon, on sait que ça va continuer et perdurer. Le modèle interne qui va être intégré par l'enfant perdurera tout le long de sa vie et donc sera répété après dans sa place dans un couple ou en tant que parent également. Mais ce qui montre aussi, là on peut aussi évoquer la place de la parole de l'enfant, c'est-à-dire que quand l'enfant il commence à dire des choses et qu'il prend le risque, parce que pour lui c'est un risque, de se dire je fais un pas dans le monde des adultes, est-ce qu'il y a un adulte qui va entendre ce que je dis et puis faire quelque chose pour moi en fait, c'est vraiment un risque pour lui de se dire et vous imaginez bien que la façon dont on va à ce moment-là réagir en tant qu'adulte, l'entendre et puis mettre en place des choses après pour essayer de le protéger, va impacter tout le reste en fait. Et c'est aussi l'importance de la première personne qui reçoit cette parole, qu'elle soit aussi à minima sensibilisée, formée pour savoir quoi en faire. Parce que, du point de vue de l'enfant, si on se met de son côté, c'est qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Bon, je ne le dirai plus jamais, ça ne sert à rien, parce que derrière, il n'y a rien qui se passe, et au contraire, je me mets en danger, parce que quand je rentre à la maison, c'est encore plus compliqué. Les autres sphères qui sont touchées, forcément la sphère biologique, tout à l'heure on en parlait, un niveau de cortisol trop souvent trop haut dans notre organisme devient toxique. En fait, il s'attaque à nos organes, on n'est pas fait pour vivre avec des niveaux d'hormones du stress très importants, donc ça a des conséquences aussi sur le plan somatique en termes de maladies, par exemple cardiovasculaires ou de la sphère digestive ou d'autres types de maladies. La régulation émotionnelle, tout à l'heure je vous disais que j'avais l'habitude de dire que ces enfants ils étaient un petit peu montés à l'envers et toute la sphère des émotions, c'est un monde qui leur est un peu inconnu. Juste un petit exemple, une maman justement au cours d'une mesure d'investigation, c'était la première fois qu'elle réévoquait ces épisodes de violence qu'elle avait pu connaître avec le père de son enfant devenu ado, on dit mon enfant qui est ado, et poursuivi pour des faits de violence relativement graves du coup. Et donc dans le cadre de la mesure d'investigation, on refait l'histoire de vie. Et là, c'est la première fois qu'elle reparle qu'en effet, quand elle était ensemble, donc ils étaient petits, elle a réussi à se séparer du père de l'enfant quand cet enfant avait 3-4 ans à peu près. Mais c'est là où on voit que du coup les choses restent. Elle a essayé de se reconstruire tant qu'elle pouvait, en accompagnant comme elle pouvait aussi son fils. Et on voyait, même 10 ans plus tard, du coup, les impacts de tout ce qu'elles avaient vécu, toutes les séquelles qui restaient malgré tout. Et elle expliquait, par exemple, non, mais pour lui, déjà, il ne s'en rappelle plus, et puis il n'était pas impacté, parce que de toute façon, quand son père me frappait, je lui faisais un grand sourire pour lui montrer que tout allait bien. Donc vous imaginez bien, alors vu comme ça, on se dit, forcément, ça va. Mais voilà, cette maman, elle faisait comme elle pouvait pour essayer de protéger son enfant de ce qui se passait. Une petite qui regardait, qui ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et forcément, comprenez bien qu'après, la sphère des émotions, elle va forcément être impactée, puisque alors, quand on sourit, si on se fait frapper, est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que, oui, en fait, quand papa lui dit que elle aime ça, et que, je caricature, vous comprenez bien, mais voilà, pour donner l'idée qu'à un moment donné, ces enfants, ils n'ont plus de repères, en fait, ils ne savent plus ce qui est normal, pas normal. Et un des mécanismes aussi de protection à un moment donné peut être, quand on est face à des choses très difficiles, il y a des mécanismes de sauvegarde qui vont se mettre en place dans le cerveau, et notamment la dissociation, qui fait qu'on n'est plus du tout connecté avec nos émotions, notamment. Et donc, ce qui explique aussi la difficulté à pouvoir être dans une relation empathique avec l'autre, ou déjà de pouvoir soi-même décoder, prendre conscience qu'on dit des choses de l'ordre émotionnel, les décoder, et donc après, si on n'est pas capable de faire cette première phase, on n'est pas capable de les gérer par la suite. Ça demande tout un processus. D'où le besoin d'être accompagné très tôt dans cette reprise-là de lien avec leurs propres émotions. Des difficultés au niveau des comportements, puisque tout à l'heure, je n'avais pas évoqué dans les symptômes aussi, qu'on peut voir, c'est une grande irritabilité, en lien aussi avec tout ce qui se passe à l'intérieur et qu'on n'arrive pas à gérer, et du coup qui peut sortir sous forme de colère. Et donc la régulation des comportements, c'est la difficulté à pouvoir se positionner aussi dans une relation,
et parfois de pouvoir avoir des comportements à risque. On verra après. Ça vient toucher l'identité même de la personne, puisqu'on a dit que ça vient toucher aussi sa façon d'interagir avec le monde et de pouvoir se construire une vision du monde et sa propre vision, parce que on se construit aussi en fonction de l'image de ce que nos parents nous envoient. Et si forcément l'image est plutôt médiatique, ça va se renforcer le fait que le mauvais, c'est moi en tant qu'enfant et tout est ma faute. C'est déjà la présence des enfants, et ça c'est normal, ça fait partie de leur développement, d'interpréter tous les événements en fonction d'eux. Et donc là, dans ce contexte-là, ils vont forcément porter toute cette responsabilité de culpabilité qui va les empêcher par la suite d'avoir aussi une bonne image d'eux-mêmes et donc des fondations solides pour pouvoir grandir en tant qu'adulte à peu près avec un équilibre. La dissociation, donc c'est un mécanisme en fait de sauvegarde qui se met en place quand on est confronté dans notre cerveau, qui se met en place quand on est confronté à des événements qui font vraiment effraction et à un moment donné qui vont nous protéger justement de. C'est un mode de défense dont on n'a aucune conscience du coup et qui vont nous protéger de tout ce qu'on vit, mais qui va avoir des répercussions aussi par la suite. C'est des questions après je peux développer. Et puis le fonctionnement cognitif, parce que ces enfants, forcément, vous imaginez bien, quand votre cerveau est déjà occupé à analyser tout ce qui se passe autour dans une salle de classe pour se dire alors est-ce que là je suis en sécurité? Est-ce que, oula, j'ai entendu un bruit dans le couloir, est-ce que c'est quelqu'un qui va venir m'attaquer? Et aussi de se dire est-ce que maman à la maison elle est toujours vivante ou alors quand je vais rentrer elle va être par terre et que je la retrouve morte? Vous imaginez bien qu'en termes de concentration sur ce que le professeur ou l'instituteur est en train de dire, c'est un petit peu compliqué. Et qu'ils ont bien d'autres choses à penser et qui est d'ordre beaucoup plus vital. Donc ça explique aussi pourquoi à un moment donné, ils ont des difficultés à faire des concentrations et à pouvoir suivre un parcours scolaire ordinaire parce qu'ils ont bien d'autres choses à penser. Avec le risque, forcément, plus ils grandissent, plus le décalage avec leur tranche d'âge soit grand, et à un moment donné, forcément, ils basculent du côté du handicap et avec tout ce qui va derrière en termes d'accompagnement qui sera très utile pour eux. Mais à la base, ces enfants, ils avaient, entre guillemets, tout ce qu'il fallait en termes de matériel pour pouvoir grandir comme il fallait. C'est l'environnement aussi qui a conduit à ce déficit en termes par rapport à leur plantage. Donc, sans accompagnement adapté, ces enfants qui ont connu ces violences à répétition, les conséquences vont perdurer toute la vie, comme vous l'avez vu, donc là c'est une autre façon de le montrer, avec des éléments qui peuvent aussi, et c'est pour ça que c'est important de continuer à se former sur toutes ces nouvelles, parce que ça reste des nouvelles théories quand même, parce que par exemple l'asthme ça peut être un signal d'appel. Alors ça veut pas dire que tous les enfants qui ont de l'asthme vivent en fréquence, mais un asthme qu'on n'arriverait pas à stabiliser, ça peut aussi être un signal d'appel. Alors ça, plus tout, c'est comme à chaque fois, un élément, parce que ça serait tout simple, un élément, ça ne veut pas dire qu'il se passe ça, mais c'est un ensemble de critères qui vont nous permettre d'évaluer la situation. Donc les maladies chroniques, comme je disais, et à terme aussi, le risque d'être dans une reproduction et dans une répétition de ce qu'on a connu, soit en tant que victime, soit en tant qu'auteur. Donc pour notre société, à la fois pour les enfants qu'on accompagne, mais aussi pour notre société, parce que les enfants d'aujourd'hui, nous amènent plus on interviendra tôt auprès d'eux et plus on risque, plus on a la chance d'avoir des enfants du coup, et des adultes qui arriveront à s'insérer aussi et à être bien dans leur peau. Donc par rapport à tout ce que je vous ai dit jusque-là, en fait on voit que la mise en sécurité effective de l'enfant qui a développé ce type de séquelles, ou qui a haut risque d'en développer, elle est indispensable. Mais en fait, c'est seulement la première étape. Mais elle ne suffit pas à les aider à reprendre une trajectoire développementale plus harmonieuse. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être étayés sur différents plans, tout ce qu'on a dit jusque-là. Mais il faut quand même qu'ils soient réellement en sécurité, parce que sinon tous les processus dont je parlais tout à l'heure qui se mettent en place au niveau neurobiologique et ce que les neurosciences nous ont apporté, ça va rester en éveil tout le temps, et du coup, tant qu'ils n'ont pas cette sécurité effective dans leur environnement, leur petite sonnette d'alarme, là, elle va se mettre en fonction pour des choses où elle ne devrait pas, qui est complètement dérégulée, et donc forcément, elle empêche après toutes les choses reviennent de façon à l'autre.
Donc, quand on utilise justement cette théorie du trauma complexe, ça nous permet aussi de développer une pratique sensible au trauma et en fait de nous décaler par rapport à nos références habituelles. C'est changer de regard sur ce qui se passe. On enlève nos lunettes qu'on a l'habitude d'utiliser en protection d'enfance et on met celles du trauma complexe pour essayer d'être dans un décodage de ce qui se passe. C'est-à-dire la référence avec comme un iceberg, il y a ce qu'on voit, le diagnostic et les comportements observables, et derrière, en dessous, il y a tous les différents sens de ces comportements qui sont reliés aux expériences traumatiques, et comment on arrive à décoder tout ça. En fait, on part du principe que l'enfant ou l'ado, ce qu'il nous montre ou ce qu'il a comme comportement, il est totalement adapté à ce qu'il a vécu et à l'environnement dangereux dans lequel il vivait. Donc c'est normal ce qu'il nous montre. Sauf que vous comprenez bien que c'est complètement inadapté à pouvoir vivre dans un environnement où normalement on n'est pas en danger. Un exemple pratique, un enfant qui se retrouve à un moment donné dans une salle de classe, il se met sous la table, il glisse sous la table. Bon, l'instit qui est là, qui a déjà 30 élèves à gérer, il peut avoir une réponse qui va être un peu galante, voire crier pour dire dans une salle de classe on ne se met pas sous la table, etc. Sauf que, du coup, cette attitude-là de l'adulte va faire que renforcer l'insécurité de l'enfant, qui à un moment donné, en fait, c'est peut-être juste sa petite sonnette d'alarme, qui a entendu une porte qui avait claqué dans le couloir, que ça se trouve l'instit n'a même pas entendu parce que lui il était concentré sur sa classe, et là tout de suite sa petite sonnette d'alarme s'est mise en marche en disant attention, il y a quelque chose d'anormal, danger, il faut que je me protège, donc je glisse sous la table. Donc vous voyez bien, si on n'a pas tout ce décodage-là autour, on risque dans nos interventions d'adultes de renforcer son insécurité, là où au contraire il faut qu'on multiplie le fait de le sécuriser pour que justement son niveau d'alarme baisse, parce que quand on est aussi dans ce niveau d'alerte maximale, nos capacités de réflexion, donc tout ce qui concerne le cortex préfrontal qui nous permet d'analyser une situation, de réfléchir, etc., on n'y a plus accès. On est juste sur le mode défense, attention, survie, il faut que je me protège. Donc c'est important d'avoir toutes ces notions et de pouvoir se décaler pour justement se dire, bon, tout ce qu'il a vécu et tous les comportements qu'il met en place aujourd'hui étaient adaptés, parce que c'est ce qui lui a permis de survivre à cet environnement. Comment je fais aujourd'hui pour l'accompagner et déconstruire progressivement tout ce qui était sa normalité pour que justement il retrouve des normes qui puissent lui permettre de s'insérer correctement dans nos sociétés. Un autre exemple, par exemple le mensonge, on entend parfois certains, avec ses enfants quand même, mais non, mais de toute façon c'est un menteur, il manipule tout le monde, voilà. Donc ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui même par exemple dans un foyer ou autre, c'est ce qu'on voit. Sauf que si on a derrière tout ça, on se dit, oui, mais au moment où il a grandi, donc il a appris à être en relation avec les autres, en fait c'était un mode de survie de mentir. Parce qu'il ne fallait pas qu'il dise ce qui se passe, sinon il y aurait eu des répercussions encore plus grandes à la maison. Donc c'est un mode de fonctionnement en fait. Donc comment j'arrive progressivement à décoder tout ça et à lui ouvrir d'autres portes de fonctionnement. Donc on voit qu'au vu de toutes ces expériences, forcément ces enfants vont être plus à risque d'adopter ou d'aller vers soit d'autres événements potentiellement traumatiques, soit d'avoir des comportements à risque aussi, qui vont leur permettre justement soit d'avoir un effet thérapeutique, donc c'est tout ce qui concerne les addictions à un moment donné aussi, ça permet aussi cette dissociation dont je parlais et là de plus être connecté. C'est des facteurs de risque pour avoir, quand je parlais sur le thème journée des vulnérabilités, ça les rend forcément plus vulnérables à tout ce qui risque de les mettre en danger par la suite. Et donc là, c'est juste une petite citation d'un pédopsie de Montréal. Ces enfants auront pour la plupart une lourde hypothèque à transporter. Faisons en sorte que les meilleures pratiques les aident à payer une facture dont ils ne sont pas responsables. Donc nous, quand on intervient, c'est pour ça qu'on intervient auprès, parfois on n'intervient même pas auprès de l'enfant, on intervient auprès des adultes qui sont censés prendre soin de lui. Quand tout va bien, l'enfant, il y a des adultes autour de lui qui sont censés prendre soin de lui. Le parent en première ligne, mais aussi, ça peut être l'instituteur, la nounou, l'animateur de quartier. Et donc quand on intervient, on propose à la famille, si elle le souhaite, de pouvoir aussi apporter ce décodage, parce que c'est du décodage qu'on fait aussi avec les parents et l'enfant, aux autres adultes pour que justement, tout à l'heure vous donnez l'exemple dans une classe, qu'ils puissent avoir les réactions aussi adaptées et qu'on puisse aider, nous, tous ensemble, l'enfant,
à prendre conscience que, ben voilà, là, peut-être que sa sonnette d'alarme, elle s'est mise en route, ok, mais c'était pas adapté. Donc l'aider à redécoder progressivement tout ça pour qu'il puisse reprendre aussi dans des éléments plus apaisés et plus sereins pour qu'il puisse s'insérer au mieux dans notre société. Du coup, là, on va, oui, pour l'instant, donc voilà, la présentation. Si vous avez des questions tout à l'heure, parce qu'on va passer un petit film, du coup, sur la plasticité cérébrale chez l'enfant. Alors, il y en a peut-être qui connaissent déjà ce film, qui explique un petit peu justement comment ça se passe en termes de l'évolution du cerveau dans le petit et comment c'est important de l'aider le plus précocement possible. Oui, on regarde le film et ensuite il y aura le temps d'échange avec Alexandra Durand. Laure, vous êtes là? Personne ressource et efficace. Parfait, merci. Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. A l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande.
car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Jack Shonkoff de l'Université d'Harvard le confirme. Advances in neuroscience, molecular biology, and genomics have a very simple message. That message is that early experience literally is built into our bodies, for better or for worse. Surveillons donc nos habitudes, car elles structurent directement le cerveau de l'enfant. Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde, alors offrons-le lui et offrons-lui le meilleur. Personne pour l'instant? N'hésitez pas à nous faire signe. On voit le rôle important, vous avez précisé Alexandra Durand, des premières personnes qui étaient en relation avec les enfants. Au-delà des parents, je crois qu'il y a des représentants de l'éducation nationale, vous avez cité les instituteurs ou les profs. Est-ce que ceux-ci sont formés pour réagir tel que vous l'avez envisagé et cité? Est-ce qu'ils sont formés en amont, avant même de prendre leur premier poste, à ce type de comportement? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'éducation nationale qui peut réagir, ou vous-même, Alexandra. Merci la question, je pense qu'il sera plus à nous de nous dire. Enfin, moi, oui. Allez-y, tant que je monte le micro. Vous pouvez poursuivre votre réponse. De ce qu'on voit dans nos expériences, c'est-à-dire que quand il y a des situations en effet qui atteignent un niveau de gravité suffisamment, là, il n'y a pas de doute entre guillemets, ou peu de doute, les choses s'enclenchent très bien et c'est comme ça qu'on en vient au système de protection d'enfance. Voilà. Après, c'est toutes ces situations qui passent justement sous les radars en fait. Et comment arriver, et là en termes de formation, je pense qu'il y a encore des marges de progression à avoir, pour justement arriver à décoder certains comportements le plus tôt possible, avant qu'on arrive à des choses, oui, où on ne peut plus tenir et que là on s'aperçoit que oui, il y a des quand même. Je suis responsable du service social en faveur des élèves. Au niveau de la formation des enseignants, il y a une sensibilisation qui est faite. Il y a une sensibilisation qui est faite au cours de leur formation à l'INSPRI, mais ça reste succinct. Après, quand ils se posent des questions, Après, quand ils se posent des questions, ils font appel au service et on est là aussi pour les renseigner parce que c'est pas dans leur métier, c'est des pédagogues, mais quand ils sont en difficulté dans leur classe, ils savent faire appel aussi aux différents professionnels autour d'eux. Et après, tout au long de leur formation, sur l'école de la formation, il y a aussi des modules qui leur sont proposés, mais là, ça va être aussi sur le volontariat qui vont s'inscrire en eux. Voilà. Ils ont a priori les clés et l'entourage nécessaire pour répondre à ce type de comportement. Pardon? Non, allez-y. Des petites clés. D'accord, donc il y a des clés qu'on peut encore développer un peu plus, alors, apparemment. Vous œuvrez en ce sens. D'autres questions, réactions, mesdames et messieurs? Alexandra Durand, on entend souvent dire, alors, vous êtes des professionnels, mais quand on est grand public, et vous l'avez précisé sur une slide, en tant qu'adulte, on a le même comportement finalement de violence que celui qu'on a subi.
Comment l'expliquez-vous? Est-ce que c'est parce qu'on a connu juste cela, et c'est souvent ce qu'on dit, ou est-ce que c'est est-ce que vous ne voulez pas, c'est pas véritablement expliquer pourquoi ce qui nous a fait souffrir, on le répercute dans sa vie d'adulte? Alors, c'est pas systématique, c'est important aussi de le voir. Oui. La majorité des enfants qui ont été maltraités, qui ont connu des violences intrafamiliales, ne répéteront pas. Par contre, parmi les parents qui peuvent être maltraitants, la plupart ont connu ça. Mais c'est important de différencier parce que sinon, on pourrait dire ça se répète automatiquement. Tout à fait. C'est pas le cas du tout. Par contre, là, on est sur justement des réminiscences aussi qui peuvent exister, comme tout à l'heure, et tout ce qui concerne, alors, le terme fait débat, mais qui sont en lien avec la mémoire traumatique aussi, c'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu qui était potentiellement traumatique à un moment donné, tout à l'heure je disais qu'il y a des mécanismes de sauvegarde qui se mettent en route dans notre cerveau pour nous protéger, et notamment la dissociation, et quand on est dissocié, on ne peut pas, tous nos processus de mémorisation habituels, qui nous permettent de ranger nos souvenirs à la bonne place dans notre mémoire, ils ne sont pas en fonction. Donc ils restent un peu à l'état brut du coup, et parfois ils peuvent revenir et envahir la personne, une étincelle, et l'étincelle c'est la porte des sens, nos cinq sens, oui, l'odorat, le toucher, le goût, la vue. Voilà, quelque chose qui va rappeler un événement que la personne ne va pas faire le lien, mais tout va lui revenir en tête, et ça peut être les images directement, mais ça peut être toutes les sensations qui lui sont associées, et donc être dans une répétition, mais parce qu'à ce moment-là, il n'est presque plus là non plus aussi. Tout ce qu'on voit chez les victimes en termes de mécanismes de protection, on peut les observer aussi chez certains auteurs et de violence. Donc du coup, c'est comment on arrive à leur faire décoder qu'en effet, il y a d'autres moyens aussi pour parfois se dissocier que la violence. Donc ils restent responsables des actes qu'ils commettent. Maintenant, c'est comment on arrive à leur faire avancer pour qu'ils puissent ouvrir d'autres portes que la violence pour eux se sentir mieux. Vous avez parlé du décrochage scolaire aussi. Est-ce qu'à contrario, il peut y avoir un surinvestissement scolaire avec... Oui. Un surinvestissement scolaire et tous les signaux d'alerte qu'on peut repérer chez des enfants qui à un moment donné peuvent décrocher, ou au contraire, il y a aussi des enfants qui n'ont aucun trouble, on ne peut pas repérer juste de par leur comportement, quelque chose, parce qu'ils vont essayer justement de rien déclencher du tout, que personne ne s'occupe d'eux et que tout aille bien, pour pas qu'on aille à la maison, avec la porte d'entrée pour aller voir qu'est-ce qui se passe à la maison. Donc parfois, il y a des enfants qui ne présentent rien du tout. Donc c'est quand même une réflexion intellectuelle qui prouve en effet une adaptation à des situations qui peuvent développer par ailleurs des compétences aussi pour plus tard, parce qu'il faut quand même être fort pour réagir ainsi. Toujours pas de réaction, mesdames et messieurs? Si, madame. Merci de vous présenter. Cathy Perrier, je suis infirmière en PMI. Et je me demandais, votre association qui existe depuis un an, est-ce qu'elle propose des soins? Vous avez des professionnels qui peuvent accueillir ces enfants qui vivent des violences conjugales avant qu'ils ne développent des symptômes, puisque j'entends que la prévention est capitale. Est-ce que, parce que pour soigner le psychotrauma, il y a des soins particuliers, du coup, est-ce que au sein de votre association, il y a des personnes ressources? Donc, du coup, au niveau de l'association, en effet, comme on est dans le cadre de la prévention et on est sur plutôt le trauma complexe, on ne fait pas, par exemple, de MDR ou des thérapies spécifiques qui fonctionnent très bien sur le trauma simple, du coup, qui sont très adaptés, mais qui demandent beaucoup plus de temps au niveau du trauma complexe parce que forcément, il y a beaucoup de choses qui sont particulières. Et en fait, dans ces notions-là, les outils qui ont été développés, comme je disais au Québec et qu'on utilise, s'occuper du trauma en tant que tel, de la scène, c'est la dernière étape, ça se trouve qu'on n'attendra jamais. Avant, il y a plein de choses à faire pour ces enfants, en termes déjà de sécurité, et ça nous fait faire en sorte qu'ils soient en sécurité. Toute la sphère des émotions à réapprivoiser, et au-delà, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences psychosociales. Donc déjà, il y a plein d'étapes avant d'aborder en tant que tel les choses, parce qu'en fait, tant que tout ça, on n'arrive pas à les sécuriser et à les stabiliser, entre guillemets, on risque de les retraumatiser en évoquant trop vite le trauma. Parce que à chaque fois qu'on reparle, on leur demande de raconter ce qui s'est passé, on risque de les retraumatiser parce que tous les processus que je parlais tout à l'heure de sauvegarde qu'on
on n'a pas l'instant, on n'a aucun poids. Enfin, tout ça, ça se fait de façon inconsciente, bien sûr, dans notre cerveau. Et ben, ils vont se remettre en place de la même façon si on vient à parler seulement de l'événement. Donc, on part du principe que s'ils sont là, c'est qu'ils ont vécu des choses, des événements potentiellement traumatiques, on les étaye, et on étaye surtout les adultes autour d'eux à décoder ce qui se passe pour qu'ils accompagnent l'enfant au mieux dans leur quotidien. Parce que c'est pas moi, en tant que psychologue, qui suis dans le quotidien avec l'enfant, en fait. C'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur les adultes autour. Et après, peut-être la dernière phase, ça sera ça. Mais en fait, pour la plupart des enfants, il n'y a pas besoin de revenir sur l'acte réel qu'il a connu, en fait. Parce qu'il va progressivement réapprendre la confiance, développer d'autres. Et concrètement, du coup, comment ça se passe? Alors, concrètement, moi je suis sollicitée. Donc, pour l'instant, je suis la seule psychologue parce qu'on commençait en Haute-Vienne. Donc, le premier public, entre guillemets, et les premiers prescripteurs, c'était les associations d'aide aux victimes de violences conjugales, qui parlaient d'associations donc aux victimes parents, parce que moi, en fait, je n'interviens pas dans la reconstruction globale des victimes en tant que sujet, parce qu'on sait très bien qu'elles ont tout un travail aussi personnel à faire, donc ça c'est un autre lieu. Moi, c'est vraiment en tant que parent, les aider à reprendre leur place de parents, parce qu'elles ont été aussi fragilisées au vu des violences qu'elles ont connues dans leur rôle de parents. Donc, les soutenir ces victimes, donc justement, oui, en leur expliquant, c'est plutôt au début de psychoéducation, en leur expliquant qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le cerveau, et que c'est normal, en fait. Tout à l'heure, je disais d'avoir le regard de se dire, bah, là, tout ce qui me montre qui me paraît pas très normal ou que je ne comprends pas, en fait, c'est normal par rapport à la situation et au contexte de violence dans lequel il a grandi. Donc, c'est déjà le fait de rassurer les gens en disant, mais non, que ce soit enfant ou adulte, non, t'es pas fou, en fait. C'est normal ce que tu ressens, des fois, t'es complètement envahi, alors qu'objectivement, tu n'arrives pas à voir pourquoi tu te sens si en danger que ça. Voilà, décoder tout ça. Donc ça, c'est déjà toute une première phase pour permettre de stabiliser. Donc, principalement, aujourd'hui, ce sont le public qu'on rencontre. Et on a certains parents qui sont venus vers nous suite aussi à la révélation d'actes de violence sexuelle que leur enfant a pu subir. Et à un moment donné, ils ne savaient pas où, quoi, comment, qui, parce qu'il y a encore, malgré tout, beaucoup de messages à faire passer. Enfin, on voit le travail de la justice sur l'inceste et sur comment faire, quoi faire dans ces situations. Et donc de pouvoir juste, voilà, eux en tant que parents, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les étudier aussi sur les personnes compétentes et s'assurer que les choses ont été mises en place derrière. Là, vraiment, on s'occupe de parents, de dire, est-ce que vous avez porté plainte et de leur expliquer la procédure. Et si ce n'était pas le cas, de dire que moi, en tant que professionnel, je ne peux pas garder de toutes les façons, je suis obligée de faire un signalement parce que je choses avaient été faites par l'école. Mais voilà, il y a plein de choses juste à rassurer aussi les parents. Et donc, quand je parle de violence, ces enfants qui ont subi, vu et ou vécu des violences à répétition ou des violences sexuelles, parce qu'on sait très bien qu'en termes d'impact aussi, c'est un fort impact, il n'y a pas besoin d'en avoir vécu plusieurs fois pour avoir aussi tous ces impacts en lien avec le trauma complexe. Et vous intervenez auprès des professionnels, et d'ailleurs vous avez des flyers que vous pourrez leur transmettre sur ce type d'informations. On est en lien aussi avec l'hôpital de l'enfant, notamment, à la fois pour faire continuer les formations de leur équipe, pour détecter encore mieux, parce que je veux dire, on détecte bien à un certain niveau en fait. Tous les signaux faibles, c'est encore compliqué, donc améliorer réellement la détection le plus tôt possible. Et on est en lien avec l'UAPED, donc l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger qui est en train de structurer au niveau de la HME aussi à Limoges pour justement, après, en termes d'accompagnement, être une possibilité d'accompagnement. Et donc au niveau de la Creuse, parce qu'on est en Creuse, c'est rapidement, Alexandra, pardon. une question. En Creuse, du coup, on a commencé à faire des permanences au CDFF. C'est un de nos partenaires principaux, donc Aguerré. Et l'idée, c'est de voir aussi avec nos partenaires et aussi nos aussi partenaires au nombre de financement, on veut que l'accompagnement justement soit gratuit pour les familles et qu'il n'y ait pas justement ce frein financier, parce que sinon il pourrait aller en libéral, voilà, mais avec cette spécificité d'accompagnement. Donc on est en train de voir comment ça peut se structurer pour développer quelque chose d'un peu plus conséquent aussi en Creuse. Ça, c'est un message pour vous, Madame la Présidente, je crois. Alors, Madame, allez-y, merci beaucoup. Vous êtes dans le je suis maître de PMI, j'ai rien chez les cours de
Je viens appuyer les propos de Cathy qui vient d'intervenir sur l'histoire du soin. Avec le petit film, vous avez exactement illustré notre pratique au quotidien dans les deux versants. C'est-à-dire qu'en prévention, nous intervenons essentiellement sur la parentalité, mais aussi sur le développement de l'enfant. Et ce petit film, dans le versant positif du développement du cerveau, illustre avec beaucoup d'émotions, bien sûr, vous m'entendez, mais aussi de joie de notre pratique au quotidien. Ce sont des équipes qui sont très impliquées et nous avons aussi la chance en Creuse d'avoir du temps de traiter tout ça. Nous avons le temps aussi d'entendre ces signaux d'alerte et je pense que le repérage fait son chemin. De plus en plus de professionnels sont en alerte sur le psychotrauma. Nous avons des actions en lien et multi-institutionnelles. Moi, personnellement, je peux parler du psychotrauma à d'autres professionnels et d'autres institutions et je trouve ça intéressant. Ça fait tache d'huile au fur et à mesure, bien sûr, il faudra du temps. Protégeons nos équipes parce que nous entendons des choses douloureuses à traiter. On parle du soin souvent, nous sommes dans des difficultés de relais. Alors je rebondis sur l'importance d'instaurer un entourage sécuritaire ou sécure, ça dépend du langage qu'on utilise, mais d'intervenir ensemble sur tous les milieux de vie de l'enfant. Je trouve ça très intéressant et nous le faisons de plus en plus et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Après, mais vous le disiez, c'est peut-être pas urgent. Parfois, on a un petit peu peur nous-mêmes en tant qu'adultes. Du coup, on essaie d'agir vite comme des urgentistes. La protection de l'enfance ne se fait pas toujours assez peu là. Voilà, prendre le temps d'en discuter en équipe, d'avoir le temps, et là je fais un petit clin d'œil à Madame la Présidente, d'avoir le temps de discuter ce que l'on n'a plus trop, j'avoue, et d'être en relation avec une institution pour aller sur une démarche de soins, mais vous l'aviez un petit peu éclairé dans vos précédents propos. Le soin est encore un petit peu compliqué en Creuse. Je sais que sur certains secteurs de la Nouvelle-Aquitaine, les choses vont plus vite, mais quand on a un enfant à soigner, c'est parfois difficile. Après, merci, oui. Pardon, juste en effet par rapport à l'importance de prendre soin des équipes aussi. Hein, là, quand on développe des pratiques sensibles au trauma, c'est en fait, ça en fait partie, c'est-à-dire que plus on sécurise les équipes, plus elles vont être en capacité de sécuriser les enfants, et on sait que c'est ça la première base, en fait, de resécuriser ces enfants. On fera une dernière intervention avant la fin. Monsieur, merci de vous présenter. Jean-Maurice Prudent, responsable de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'État de la Creuse. Je voudrais poser une question. Quand un enfant a été contraint de quitter son milieu ou de partir, ou quand il se rend compte que c'est injuste, comment décoder les silences ou autres manifestations? Par rapport à un placement, par exemple? Non, c'est ça? Oui. Et c'est l'importance aussi de mettre des mots, en fait, et de répéter, parce que souvent, l'enfant, il va avoir, du côté de l'auteur des violences, il y a des mots qui sont posés en général, avec sa version à lui. Et en général, on a peut-être qu'on n'explicite pas suffisamment aussi, nous, en tant que professionnels, parce qu'ils vont entendre certaines choses au tout début du placement, on va leur dire pourquoi, mais après, on va peut-être pas revenir dessus non plus, ou on va pas peut-être... et du coup, le temps passe, et après, lui, il reste avec tout ce que... si on est dans le contexte de violence intrafamiliale, tout ce que ses parents ont pu lui dire, que c'était pas juste, que c'était pas... Et il a tout ça qui revient, lui, régulièrement, parce que ça lui est régulièrement répété, peut-être. Et donc c'est vraiment, à un moment donné, je pense, l'importance de poser des mots et de déconstruire tout ce qui lui a semblé normal et la version qu'il a entendue jusque-là.
sans être dans une dénégation, parce que ses parents, ça reste ses parents malgré tout, et quoi qu'il se passe, parce qu'il y a toujours aussi le souhait d'avoir un lien avec le bon côté des parents, parce qu'il y a eu aussi souvent des côtés bien, mais après il y a aussi tout ce qui concerne l'idéal du parent qu'on voudrait avoir, donc ça c'est encore une chose, mais en tout cas de pouvoir, au niveau des faits, lui expliquer et rappeler la loi. C'est-à-dire que pour moi, la loi, c'est mon outil de travail premier, mais pour tout type de victime, en disant que, ben voilà, il y a une loi en France qui s'applique partout sur le territoire français. Et c'est ça qui nous dirige, enfin qui nous guide. C'est pas la personne qui dénonce les actes, parce que souvent c'est aussi le fait de parler où on dit, bah, tu vois, c'est ta faute, t'as dit des choses, donc c'est ta faute si on va aller à l'extrême, bah, je vais en prison, voilà, c'est toi, c'est ta faute, t'as dit des choses. Non, c'est redéconstruire tout ça dans la tête de l'enfant pour lui dire, bah non, celui qui est responsable, c'est celui qui commet l'acte, c'est pas celui qui dit. Et la loi, elle est claire, on n'a pas le droit de menacer, on n'a pas le droit d'insulter les gens, on n'a pas le droit de taper sur quelqu'un. Si on le fait dans la rue, on ne se pose même pas la question, quelqu'un nous tape dessus entre guillemets dans la rue, on ne va pas se poser la question de qu'est-ce que ça va avoir si je vais porter plainte, peut-être qu'il va avoir des problèmes après, il va perdre son travail, enfin bref, non, on va porter plainte parce qu'il voit. Dans la sphère familiale, c'est compliqué encore aussi pour tout le monde en fait de se dire bah oui, et c'est ce qui explique la difficulté, une des explications, parce qu'il y en a beaucoup d'autres pour les violences aussi au sein du couple, pour les victimes, mais voilà, le fait d'avoir ce repère-là, et donc je pense, alors je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question, mais de donner une autre version de ce qui lui, il a compris, il a entendu, et vraiment de toujours être dans le fait qu'on est obligé de le protéger. En France, on protège les enfants, et parfois c'est malgré eux, mais c'est une obligation pour essayer justement de les aider à aller mieux du coup. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais peut-être qu'éventuellement vous pourrez y répondre plus précisément pendant la pause, si monsieur le souhaite. Et si vous le souhaitez également, vous avez donc des petits documents que vous pouvez donner sur votre association pour les personnes qui sont intéressées. On se retrouve dans 15 minutes au plus tard, mesdames et messieurs, sur notamment la présentation des structures qui nous accompagnent pour les addictions. Merci à vous.